Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir dans cette édition spéciale, ou cette émission spéciale, j'allais même dire, M. Amar Niang, c'est le chef de la division prophylaxie sociale et de l'accompagnement psychosocial à la direction de l'action médico-sociale du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Bonjour, M. Niang. Bonjour, M. Silla. Alors, M. Niang, l'objectif de cette émission, c'est que vous avez animé récemment une session de formation des acteurs déconcentrés du ministère de la Santé et de l'Action sociale sur le guide d'accompagnement social révisé. C'était à Ziguinchor, M. Niang. Alors, quel était le contexte de cette formation et j'allais aussi ajouter quels sont les objectifs de cette formation? Merci, M. Silla. Permettez-moi d'abord, avant l'entame de mon propos, de vous dire bonjour et de saluer également les grandes performances que vous avez déjà effectuées ici au Sénégal et à l'étranger. Le président mais aussi de saluer le ministre de la Santé et de l'Action sociale, en l'occurrence Dr Ibrahim Sy, Madame la directrice générale de l'Action, mais aussi le directeur de l'Action médico-sociale. C'est vrai, comme vous le dites, nous avons, pour dire, animé plusieurs sessions de formation. J'ai bien la dernière étape, mais bien avant, l'équipe de la DAM s'était déplacée d'abord à Thiès, puis à Saint-Louis, ensuite l'axe Kaolack, avec les régions concernées qui sont autour. L'avant-dernière étape, c'était l'axe Tambacounda et enfin l'axe Ziguinchor la semaine dernière. Merci beaucoup. L'objectif de ces sessions de formation est donc de renforcer les capacités des intervenants sociaux du ministère de la Santé et de l'Action sociale sur l'accompagnement social à travers un guide révisé. Mais bien avant le guide, permettez-moi d'abord de dire qu'il y avait un guide qui était déjà élaboré en quelle année encore? En 2019, effectivement, 2019. 2023, c'est le guide révisé. Je saisis l'occasion pour remercier le partenaire qui nous a accompagnés dans ce processus, en l'occurrence le docteur Pape Ablaye Seck, qui est le coordonnateur des deux projets COVID-19 et Prédicé, qui nous a accompagnés donc dans ce processus, mais également l'équipe du niveau central de la DAMS, toute l'équipe qui est donc partie accompagner ce processus de formation des acteurs. À terme, nous avions donc 150 ou bien plus de 150 intervenants qui vont bénéficier de cette formation-là. L'objectif, donc, je l'ai déjà dit, c'est des sessions de formation à travers donc 5 axes qui sont donc déclinés, comme je l'ai dit tantôt. Le contexte maintenant, si vous le permettez, je vais un peu remonter dans l'histoire. Je vais convoquer le contexte de la guerre 1945. C'est pour montrer l'importance de l'accompagnement social dans la vie des personnes. En 1945, avec la fin de la guerre, vous avez donc fouillé l'histoire. C'est un contexte marqué par beaucoup de troubles, par beaucoup de dérèglements sur tous les plans. C'est la guerre, donc c'est des pertes en vies humaines, c'est des pertes, des dégâts matériels. L'esprit de l'humain est troublé. Donc, si on se rappelle un peu avec la création même de certains mouvements comme le surréalisme, avec des auteurs qui l'ont animé comme André Breton, Jacques Prévert, Apollinaire, Paul Éluard, tous dans les écrits, on peut sentir que c'était un monde qui était un peu fou. Il n'était plus horrible, mais c'était devenu fou parce que la guerre est passée par là. C'est l'occasion saisie par ces personnes-là pour injurer les institutions, injurer l'armée, la police, la gendarmerie. Donc, c'était complètement le dérèglement psychique chez les personnes. On ne faisait plus foi à la raison par rapport au siècle qui l'a précédé, ou bien les siècles d'avant. Le classisme qui a mis la foi sur la raison. Maintenant,
puisque la raison a montré ses limites, il faut maintenant faire confiance à la pensée. Je me rappelle la définition de André Breton qui donne cette phrase: automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière le fonctionnement réel de la pensée. Voilà, donc la pensée vient détrôner la raison. Il poursuit en disant donc dicter de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Et vous voyez donc l'émotion et la pensée vont forcément agir sur les comportements. Si on écoute plus la pensée et l'émotion, donc le comportement peut être un peu déréglé. Donc, ces gens-là qui vivaient ces situations, des situations de rupture, de la perte de l'amour, perte des amis, perte des proches, donc il faut les accompagner. Donc, ils ont besoin donc d'être encadrés pour donc revenir à la raison. Donc, c'est le contexte. Mais aussi, si on poursuit de façon plus récente, nous sommes également dans un monde marqué par beaucoup de catastrophes, comme les catastrophes naturelles. On peut citer les catastrophes d'ordre géophysique comme les tremblements de terre, les catastrophes d'ordre climatologique avec les changements climatiques, d'ordre météorologique avec les inondations. Mais la catastrophe la plus récente, c'est d'ordre biologique avec la COVID-19. Mais restons un peu dans le contexte. On peut dire que la Casamance, qui a été victime de longues décennies de conflits irrédentistes, a quand même tout l'intérêt quand même d'accueillir ce séminaire et d'accueillir ces personnes qui vont animer ces activités, non? Parfaitement, parce que l'objectif est de fournir aux intervenants sociaux, notamment les agents de l'action sociale et de la santé, des fiches ou bien des grilles d'évaluation qui leur permettront d'agir sur les personnes-là pour au moins installer des compétences de base. Je reviendrai plus tard sur ça. Comme vous le dites, en Casamance, c'est un contexte également marqué par la guerre par le passé. C'est le même contexte, ça ne change pas. C'est comme les guerres, c'est les mêmes. Les conséquences sont les mêmes sur les individus. Donc, ils vont forcément développer des troubles asociaux, des troubles de comportement, des dérèglements. Donc, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être encadrés par des intervenants qui sont déjà formés avec des outils précis pour au moins leur faire revenir à la raison, quoi. Donc, ils en ont besoin certainement. Ils ne sont pas les seuls. Hein. C'est le cas également des incidents, des accidents que nous voyons. Je reviendrai plus tard sur ça. Les contextes également anthropiques, les contextes causés par l'homme. Il y a des incendies. Il y a également ce qu'on appelle les accidents. Je vais saisir l'occasion pour saluer la prouesse et l'engagement de nos intervenants sociaux sur le terrain. C'est l'occasion de les féliciter. Je peux citer l'exemple de l'accident qu'on a vécu ces derniers temps à Sikilo, vous vous souvenez, à la porte d'entrée de Kaolack. Également l'accident de Nguensar dans la région de Louga, mais également les incidents, les incendies de l'hôpital Mamadou Dabakh de Tivaouane avec les bébés calcinés, mais aussi l'incendie de l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Donc, ce qui est surprenant, c'est que le Sénégalais lambda n'est pas au courant de tout ce travail, mais important que les intervenants font sur le terrain. Est-ce qu'il n'y a pas véritablement un déficit de communication de la part du ministère de l'Action sociale? Certainement, le déficit de communication, c'est un équilibre qu'il faut éviter. C'est pourquoi donc, on a pris l'engagement sur nous aujourd'hui de venir auprès de vous, saisir l'occasion pour parler aux Sénégalais, parler également aux instances qui nous entourent, pour savoir réellement ce qu'on est en train de faire. C'est des choses qui sont extrêmement importantes, mais qui sont peu visibles. Hein. Donc, il faut donc les vulgariser pour que tout le monde sache que réellement, dans l'action sociale, surtout notamment la direction de l'action sociale, il y a également des départements qui s'occupent de ça. C'est l'objet même de ces sessions qu'on a fait bénéficier donc à ces acteurs-là pour au moins avoir une main mise sur les interventions dans ces contextes d'urgence et d'indigence. Je n'ai pas entendu la dernière question. Je n'ai rien entendu. Pardon, les victimes qui seront prises en charge au terme de cette session de formation. La question, je n'ai pas bien saisi. Les catégories de victimes qui seront prises en charge au terme de cette formation. Ah oui, à tout le monde, hein, tout le monde est concerné. Toute personne, vous savez que nous travaillons le plus souvent avec des personnes les plus vulnérables. Quand on dit vulnérable, c'est une personne qui n'a plus de contrôle ou bien qui n'a plus la main sur sa vie. Donc, c'est les victimes des accidents, c'est les victimes également des incendies,
c'est également les problèmes qui ont des personnes qui ont des problèmes d'ordre mental, d'ordre psychique, ainsi de suite. Parce que l'objectif, c'est d'aboutir à la santé globale. Je le dis très souvent, la santé ne peut être en bonne santé que si toutes les dimensions définies par l'OMS sont prises en compte. C'est un état de bien-être complet, physique, mental et social. Donc, ce n'est pas donc l'aspect curatif, mais c'est également l'aspect mental qui prend en charge. Donc, toutes les personnes en situation de détresse sont nos cibles. Toutes les personnes qui sont en situation de détresse, que ce soit les veuves, les personnes qui sont divorcées, les séparés, les enfants en fugue, les victimes d'inondations, les drogués, pourquoi pas, les migrants de retour, ainsi de suite, les victimes également des inondations. Tout ça, donc, ce font partie de nos cibles qu'il faut prendre en charge pour au moins les aider à avoir donc, une vie saine, comme on le dit souvent. Mais qu'est-ce que vous leur avez dit? Ce sont les populations qui doivent venir vers vos services ou ce sont vos services qui doivent aller vers ces populations parce que l'information ne passe pas bien, M. Niang? Non, justement, ça dépend. Comme je l'ai dit, hein, c'est deux situations. Il y a des interventions de routine qu'on appelle donc l'intervention en contexte d'indigence ou bien de vulnérabilité. Nous avons des services partout au Sénégal. Il y a les services départementaux de l'action sociale. Également, il y a les centres de promotion et de réinsertion sociale. Les populations à la base connaissent réellement nos services. Parfois, elles vont là-bas pour donc bénéficier de certains services que nous leur offrons. Maintenant, au niveau central, c'est la même chose. Hein. On est dans la prise en charge médicale, l'accompagnement psychosocial. Ça, en contexte d'indigence, on le fait toujours. Hein. On le fait toujours. Les personnes viennent à nous, donc on les reçoit, on les écoute, on examine leurs besoins et on mobilise également les ressources pour les aider donc à se remettre. Maintenant, en contexte d'urgence, c'est ça qui a changé. C'est d'ailleurs l'objectif des guides révisés. Au début, il y avait un guide tout court, mais la nouveauté, c'est l'intégration de l'accompagnement psychosocial en contexte d'urgence, comme en cas d'accident ou bien de catastrophe subite. Quels sont les résultats que vous attendez au terme de cette session de formation? Parce que vos hommes vont descendre sur le terrain, comme on le dit, de façon prosaïque. Ce qui a changé au début, bon, on le faisait tous les jours, hein, mais là, ce qui a changé ici, c'est ce qu'on appelle donc la mise à disposition de nos agents des grilles, ou bien des outils, ou bien des guides en contexte d'urgence et d'urgence. Parce que ici, c'est l'approche multisectorielle qui est recherchée. Hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a un accident de cette nature, on n'est pas le seul à intervenir. Hein. Nous sommes dans un cadre multisectoriel. On intervient à la fois avec les sapeurs-pompiers, avec la police, bien la gendarmerie, le préfet, le maire, tous sont là. Maintenant, pour la première fois, donc, notre dignité est restaurée parce que l'agent, l'intervenant social, le travailleur social, il vient dans ce contexte avec des grilles ou bien avec des guides qu'il renseigne pour pouvoir maintenant établir une intervention plus efficace. D'ailleurs, c'est une recommandation qui date de loin, j'ai oublié de le dire. Si vous vous souvenez bien, depuis la charte d'Ottawa en 1986, si je me souviens bien, c'était le 21 novembre, c'est à l'issue de cette charte que l'OMS a pris l'engagement ou bien a décidé qu'on intègre je reviens sur les compétences sociales comme compétences de vie. Depuis 1986, c'était lors de la première conférence pour la promotion de la santé. Avec les compétences sociales, nous, agents, nous sommes formés. Maintenant, nous allons donc même les compétences émotionnelles, hein, je crois, oui. Oui. Si, les compétences c'est un ensemble de familles. Hein. On peut les regrouper en différentes catégories. Il y a d'abord les compétences d'ordre général, grande famille, qu'on appelle donc les compétences cognitives, les compétences émotionnelles, les compétences comportementales ou sociales, qui sont subdivisées en sous-compétences, qu'on appelle donc des compétences générales. Donc, il y a 3 grandes familles divisées en compétences générales. Donc, je peux résumer en binôme, si vous voulez, en binôme. En binôme de 2, en binôme donc, ils sont en général divisés en 10 compétences de façon globale. Mais ça va plus que ça, parce qu'à terme, il y a 21 compétences spécifiques. Mais on peut les résumer en 10 ans. D'abord, ce qu'on cherche, c'est à travers donc, la décision qui a été prise à Ottawa en 1986. Il a été donc dit qu'il fallait maintenant mettre en œuvre ces compétences dans la vie des gens en 1986. Donc, favoriser donc un état de santé globale et atteindre un état de complet bien-être, comme on a dit avec la définition de l'OMS. Vas-y, allez-y. En France, les précurseurs sont les pays anglo-saxons depuis les années 70. Ce sont les premiers donc à l'implémenter. Mais en 1986, en France, vous le connaissez mieux que moi, Jacques Fortin, qui a d'abord calqué ce modèle anglo-saxon et a voulu introduire ces compétences dans la vie des gens à l'école élémentaire.
Il a d'abord créé ce qu'on appelle le GASPARA, groupe académique de soutien et de prévention pour les adolescents à risque. À l'époque, il fut le conseiller technique en santé de l'Académie de Lille, directeur de l'Académie de Lille. Et plus tard, quand il est devenu professeur, Jacques Fortin, il a voulu donc collaborer avec l'élémentaire, les professeurs, les enseignants, pour installer ses compétences de vie chez les enseignants et chez les élèves. Dès la maternelle, et le programme donc était intitulé donc Mieux vivre dès l'école maternelle. Donc, ce programme-là de Life Skills Training, importé ou bien, comment dirais-je, importé des modèles anglo-saxons que Jacques Fortin a voulu introduire en France. Et que nous également, au Sénégal, nous sommes un peu en retard, que nous voulons maintenant introduire chez nous, d'abord commencer par les agents, plus tard maintenant développer avec les victimes. Mais j'allais justement marcher sur la langue, j'allais vous dire, mais exactement, peut-être que ce n'est pas le but de votre formation, mais l'accompagnement psychosocial, mais, on attend quand même que vous interveniez dans les écoles. Les enfants, on l'ignore souvent, mais quelquefois ont des difficultés qui les empêchent quand même de bien apprendre à l'école. Est-ce qu'il y a tout un programme qui est prévu pour accompagner nos élèves à l'école? Dans un court terme, on ira vers ça, parce que c'est des compétences qui sont d'ordre général et que le public doit au moins découvrir pour pouvoir en bénéficier. On a déjà, avec l'aval de mon directeur, du passage de l'action sociale, on a déjà été au ministère de l'intégration africaine pour pouvoir également contracter avec eux, pour voir maintenant comment peut-on, dans une entente de collaboration, essayer donc de venir en appoint, de travailler en symbiose pour accompagner les migrants de retour. C'est déjà fait et c'est un avenir prometteur. De la même manière également, on prévoit de contracter avec le ministère des Transports parce que la route est souvent responsable de ces accidents-là. Donc, ils ne sont pas donc les seuls à agir. Nous pouvons nous venir en appoint pour les appuyer dans ce sens-là. Et d'autres secteurs, comme l'éducation, comme vous l'avez dit, ce n'est pas exclu. On pourra donc plus tard, dans un court terme s'il le faut, essayer donc d'aller vers eux. Donc, c'est la stratégie aller vers eux pour leur vendre ce qu'on peut faire. Parce qu'un leadership, on le vend. On est donc prêt à le faire pour proposer maintenant ce qu'on peut apporter de plus à l'école dès l'élémentaire ou bien dès le secondaire, ou bien au collège, pourquoi pas. Monsieur Nia, on est presque arrivé au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot à lancer aux Sénégalais? Oui, juste dire que donc ces compétences, comme on le dit souvent, c'est des compétences psychosociales qui sont indispensables à la vie. Je l'ai dit tantôt, je pouvais les regrouper en binôme de deux, parce qu'à terme, ce qu'on vise, c'est de faire de sorte que la personne puisse au moins, le premier binôme, c'est deux éléments, un binôme, c'est pas la peine de définir, de permettre à la personne donc de savoir au moins résoudre ses problèmes, premièrement, mais aussi de savoir prendre des décisions. C'est le premier binôme. Le deuxième binôme, c'est la pensée critique et la pensée créative. Pourquoi je dis pensée critique? Nous sommes dans un monde qui est submergé par ce qu'on appelle les informations, submergé par beaucoup d'informations qui nous viennent des réseaux sociaux comme Facebook ou WhatsApp, Snapchat, et ainsi de suite. Et maintenant, si la personne est un consommateur à tout va, s'il ne développe pas sa pensée critique, il pourra donc être influencé et agir négativement sur sa vie. Donc, c'est pour nous l'occasion de lui faire comprendre que la personne doit avoir cette compétence, savoir penser critiquement, également pouvoir avoir une pensée créative. Le troisième binôme également, si vous le permettez, c'est de savoir communiquer efficacement. Je peux communiquer avec vous, monsieur, cela sans vous blesser. Mais c'est une compétence que tout le monde n'a pas. Mais également être habile dans les relations interpersonnelles. L'avant-dernier binôme, c'est également avoir conscience de soi. Qui suis-je? Quelles sont mes possibilités? Quelles sont mes limites? Quelles sont mes ressources? Savoir faire l'introspection. Qui suis-je? En résumé. Mais également avoir l'empathie pour les autres. Et le dernier élément du binôme, c'est savoir gérer son stress et savoir gérer ses émotions. Donc, si on parvient à installer ces compétences-là à travers nos intervenants, également à travers les cibles, on pourra donc réussir de grandes choses. Monsieur Nia, je suis très heureux quand même de vous entendre parler et de nous expliquer effectivement tout le travail que vous abattez, et j'imagine qu'on fera d'autres émissions pour vous permettre quand même d'atteindre votre cible, parce qu'en général, au Sénégal, ces questions qui concernent l'accompagnement psychosocial ne sont pas connues par le grand public, et des interventions comme ça nous permettront d'en savoir un peu plus. Je rappelle que Amar Nia est le chef de la division prophylaxie sociale et de l'accompagnement psychosocial à la direction de l'action médico-sociale du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Monsieur Nia, Info 15 vous remercie et vous donne rendez-vous
prochainement quand on aura encore l'occasion d'échanger sur d'autres sujets. Merci. Merci beaucoup. Allez.